Salut les Tokuvors. Après le gigantesque succès des 2 premières saisons, la popularité de Mighty Morphin est au top. Et bien sûr, en toute logique, il fallait s'attendre à voir débarquer un jour un film. Power Ranger le film, sans commentaire pour le titre, est donc sorti en salle aux États-Unis le 30 juin 1995 et en France le 18 octobre. Et j'ai pas pu aller le voir, bordel! Mais je l'ai poncé de long en large et en travers à sa sortie en cassette vidéo et plus tard à sa sortie DVD en découvrant la joie de la VO. Et si tu sais pas c'est quoi une cassette vidéo, tu demandes à Google. Tu zoomer, putain. Bon, apparemment seuls ils ne peuvent rien contre le mal, mais unis leurs pouvoirs les rendront invincibles. Et ben on va voir ça. Le film commence par une séquence de saut en parachute qui a pour but de collecter des fonds pour sauver l'observatoire local qui est menacé de fermeture. Nos héros arrivent à faire un sans faute et sont félicités par Fred, un jeune garçon ami du groupe, ainsi que par son père. La collecte est donc un succès et tout le monde va pouvoir assister au passage de la comète de Ryan. Mais un événement va venir chambouler la vie des citoyens d'Angel Grove. Des ouvriers découvrent par hasard une dalle mystérieuse renfermant un œuf géant. Sentant le danger approcher, Zordon contacte nos héros et leur explique que cet œuf est en réalité une prison qui renferme l'un des êtres les plus maléfiques et les plus puissants de l'univers, Ivan Ooze. Il y a été emprisonné il y a 6000 ans par un groupe de guerriers aussi guidés par Zordon. Il faut donc absolument empêcher qu'il soit libéré. Hélas, nos héros arrivent trop tard. Y voyant un moyen de renforcer leur rang, Lord Z et Rita libèrent Ooze et il lance ses soldats contre les Rangers. Pendant ce temps, Ooze compte bien se venger de Zordon et détruit le centre de commande, ce qui a pour effet d'aussi détruire les pouvoirs des Power Rangers. De retour au centre, il trouve un Zordon hors de son tube, ce qui accélère son vieillissement à une vitesse alarmante. Complètement impuissants, leur dernier espoir se trouve sur la planète Phaedos, où réside apparemment un grand pouvoir qui pourrait non seulement battre Ivan, mais aussi sauver la vie de Zordon. Alpha utilise donc le peu d'énergie qu'il reste pour les envoyer là-bas, et ils font la rencontre de Dulcea qui les sauve in extremis des Tengu, d'autres guerriers envoyés par Ivan pour les arrêter, dans leur quête. Dulcea les guide dans un ancien temple Ninjetti et leur explique que le monolithe qui renferme le grand pouvoir est très bien gardé. Pour les aider, elle va appeler d'anciens esprits Ninjetti pour les protéger dans leur quête. Tommy est protégé par le faucon, Rocky par le singe, Billy par le loup, Aisha par l'ours, Kim par la grue et Adam par la grenouille. Pendant ce temps, Ivan ne se tourne certainement pas les pouces. Il se débarrasse de Z et Rita et grâce à sa Ooze, il prend le contrôle mental des adultes d'Angel Grove pour les transformer en esclaves qui doivent déterrer ces titans ectomorphicons, ou Morphicus dans la version française, de puissantes machines de combat qui lui permettraient de contrôler le monde en un rien de temps. Voyant son père se faire manipuler, Fred décide de passer à l'action et de libérer les adultes du contrôle d'Ivan. Il prévient tous les enfants qu'il peut et arrive même à se mettre Bulk et Skull dans la poche. N'ayant plus besoin des adultes, Ivan leur ordonne d'aller se suicider en sautant au fond d'un gouffre. Après avoir affronté moult dangers, nos héros arrivent enfin au monolithe et à acquérir le grand pouvoir pour redevenir les Power Rangers. Mais pas de temps à perdre, Zordon se meurt toujours et Ivan attaque la Terre. Choisissant de sauver le plus grand nombre d'abord, les Rangers appellent leurs nouveaux ordres pour sauver la ville et ses citoyens. Ils arrivent à détruire un titan, mais Ivan fusionne avec le dernier pour devenir géant et beaucoup plus puissant. Hélas, même leur nouveau Ninja Megazord n'est pas assez puissant pour vaincre Ivan. Tommy assemble donc son Zord Faucon au Megazord, ce qui leur permet d'attirer l'ennemi dans l'espace, et ils arrivent enfin à le vaincre en lui latant littéralement les couilles. Et aussi en lui faisant percuter la comète de Ryan. Fred, Bulk, Skull et les enfants arrivent à retenir assez longtemps leurs parents pour que les Rangers détruisent Ivan. Le contrôle mental est brisé et tout le monde est sain et sauf. De retour au centre de commande, les Rangers découvrent qu'ils sont arrivés trop tard, Zordon n'a pas survécu. Se rappelant qu'à ceux qui détiennent le grand pouvoir, rien n'est impossible, ils donnent à Zordon une partie de leur pouvoir et le miracle se produit, Zordon revient à la vie.
Tout est bien qui finit bien à Angel Grove et nos héros célèbrent leur victoire lors d'un gigantesque feu d'artifice. Voilà. Alors, tout d'abord, où se procurer légalement ce film en France ? Eh ben, soit tu peux le louer sur YouTube, soit tu peux acheter le DVD. Voilà. Il est pas sur Netflix. Alors qu'il y a toutes les saisons sur Netflix, ce film n'est pas sur Netflix. Le film a été fait de telle façon à ce qu'il soit accessible à quelqu'un qui n'a pas forcément vu la série, d'où la narration du début qui nous raconte un petit peu le mythe, le lore des Power Rangers et le fait que le scénario soit une quête initiatique pour obtenir un nouveau pouvoir. Ce qui est renforcé par le fait qu'on ne voit pas beaucoup les Power Rangers dans ce film, juste au début et à la fin. On se concentre vraiment sur les personnages tels quels et leur développement. Le réalisateur Brian Spicer et le scénariste Arnie Olsen se sont inspirés, entre guillemets quand même, du magicien d'Oz, c'est-à-dire un voyage initiatique qui mène à une récompense à la fin, le grand pouvoir. Puis bon, on est dans Power Rangers, niveau récompense, elle s'obtient en kickant du pabot, hein, voilà. D'ailleurs, tout le monde est là pour ce film, que ce soit les acteurs de la série ou les comédiens de doublage, ce qui est normal parce que la saison 2 est en train de se tourner en parallèle à ce film. J'en reparlerai un petit peu plus tard, c'est le bordel. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, le film est sorti le 30 juin 1995 aux États-Unis, c'est-à-dire un mois avant le début de la saison 3. Sacré spoiler quand même, hein. Avant de parler des nouveaux personnages du film, j'aimerais vous parler des costumes, notamment ceux des méchants, parce que je les trouve super beaux, notamment Ooze et Z. Un peu plus Z quand même en particulier. Donc ils bénéficient bien entendu d'un budget film, hein, donc un budget revu à la hausse, et j'ai l'impression que Z brille. Vous n'avez pas fait cette impression, vous, dans la carrière, quand il apparaît pour la première fois? J'ai l'impression que ses muscles rayonnent, brillent et tout. Bon, ça pourrait être un petit peu gênant pour un méchant, hein, mais bon, Z est déjà assez menaçant, soit comme ça, donc j'ai l'impression qu'il rayonne, quoi. Je trouve ce costume vraiment super beau. Et puis il a le cerveau qui bouge aussi. Ça rajoute un petit cachet dégueulasse que j'adore. Pour Ooze, le pauvre Paul Freeman devait passer 7 heures sur la chaise de maquillage, à enfiler le costume, ses talonnettes et tout ça. Le pauvre, ça devait être un enfer, mais je l'adore aussi. Le maquillage met bien en valeur son visage, ses expressions faciales. D'ailleurs, le réalisateur fait souvent des plans serrés sur son visage pour qu'on voie justement ses émotions, hein. C'est aussi ce que j'aime chez les méchants, qu'on voie leurs émotions, qu'on essaye de comprendre un petit peu à quoi ils pensent quand ils font leur acte maléfique, tu vois, qu'on essaye de comprendre le méchant et pourquoi il fait ces choses méchantes. Bon, après Ivan Ooze, c'est pas un méchant ultra compliqué non plus, hein, il est méchant parce qu'il est méchant, hein, voilà. Mais bon, je trouve qu'il est quand même bien filmé, que le maquillage met tout ça en valeur. J'adore Ivan Ooze. Je trouve que c'est un méchant qui passe bien dans l'univers Power Ranger, hein. On avait déjà eu Rita avec son look de sorcière, là on a aussi Ivan avec sa lourde toche de magicien, donc on continue un petit peu ce que Rita avait commencé avec la magie et tout ça, quoi, contre Zordon. Ça va, moi vraiment, Ivan c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Ensuite, bien sûr, on a le plus grand changement qu'apporte le film par rapport à la série, c'est le costume des Power Rangers. Alors, je les aime bien, hein, ils sont relativement proches des costumes en spandex, sauf qu'ils ne sont pas en spandex, hein, bien sûr. Sauf que je trouve le casque trop gros par rapport à la silhouette, surtout de profil. Je sais pas, ça fait vraiment un peu trop gros. C'est pas grand chose, hein, mais c'est un détail qui m'a toujours un petit peu dérangé. Mais bon, le look général, j'aime bien, ils me conviennent assez. Par contre, ceux qui devaient les détester, ces costumes, bah, c'est les cascadeurs, hein. Parce que ces merdiers, ça pesait 18 kilos. Waouh! Tu te rends compte, 18 kilos, avec en plus la chaleur qu'ils devaient faire à l'intérieur, et ça devait être un enfer. Joseph Porro, le créateur des costumes, a dit qu'ils étaient faits en PVC et en métal. En métal, en plus. Tu m'étonnes que ça pèse une tonne. Et donc je reviens sur les casques. À l'origine, il ne devait y avoir ni visière, ni bouche. Soi-disant pour qu'on voie les émotions des acteurs. Alors déjà niveau identité secrète, t'es niqué, hein, les règles de Zordon, bye bye, adieu. Heureusement, ils se sont rendus compte que c'était super moche et ils ont décidé de pas le faire. Dieu merci. Et personnellement, quitte à refaire des tenues de zéro avec un nouveau matériau, des nouveaux casques et tout, vous aurez peut-être pu changer les casques, hein, pour qu'ils collent avec les nouveaux animaux des Rangers à la fin, hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà. Je m'attarderai pas vraiment non plus sur les nouvelles armes des Rangers, les casques pimpés, le fouet de Kimberly, le truc de Billy et tout. C'est là vraiment que pour 5 secondes, même pas, ça sert à rien, donc c'est là, ok, bah c'est là, voilà. Alors, les personnages, ben, nos héros,
j'ai pas grand chose à dire dessus parce que ce sont relativement les mêmes que dans la série. Les méchants aussi, hein, Zed, Rita et compagnie. Donc je vais m'attarder vraiment que sur les nouveaux personnages que nous présente ce film. On va commencer par Fred Kallman qui est joué par Jamie Croft. Alors, tu te souviens quand je disais dans la saison 2 que la jeunesse était un petit peu idéalisée et qu'ils étaient plus adultes qu'ados? T'as déjà fait du saut en parachute quand t'étais au lycée, toi? Moi non, hein. Donc Fred sait conduire un monorail, il sait utiliser la grande échelle d'un camion de pompier et la lance à incendie. Ouais. Alors certes, Bulk et Skull sont là pour l'aider, mais c'est pas le rôle d'un gamin de faire ça. À la rigueur, oui, c'est à Bulk et Skull qui sont beaucoup plus grands que lui. Tous les adultes d'Angel Grove ne sont pas possédés. On voit l'armée qui se bat contre les titans, les journalistes qui continuent de réagir, on voit plein de civils qui s'enfuient. Hey, ça devient pas l'idée de prévenir des adultes plutôt que des enfants quand même? D'ailleurs, toujours un petit peu en continuation de la saison 2, on continue de développer le bon côté de Bulk et Skull qui viennent aider plutôt que d'être de vulgaires bullies. Donc voilà, le chemin vers la voie du bien de Bulk et Skull se trace toujours et ça c'est excellent. Mais bon, Fred est là pour nous montrer les répercussions des actions maléfiques de Ooze pendant que nos héros font de la randonnée sur une autre planète. Alors j'accepte. Yvan Ooze, encore une fois, je l'adore et c'est vraiment dommage qu'il n'apparaisse que dans ce film parce que j'aurais vraiment, je sais pas, dans un comics ou quoi, un monde parallèle ou ce que tu veux, j'aurais vraiment aimé le retrouver ailleurs que uniquement là, tellement je l'aime. Donc Ooze était une entité qui faisait régner le mal il y a 6000 ans et qui a été emprisonnée par un groupe de guerriers dans la prison Uf Shulula. Je reviendrai sur ces guerriers dans 2 minutes quand je reparlerai de Dulcea. Mais ta prison là, elle est à quoi 2-3 mètres sous terre? Sous un immeuble? Mais comment ça se fait qu'elle n'ait pas été découverte avant? Parce que je veux dire, là ils sont en train de construire un immeuble dessus, mais à côté ils ont coulé des trucs, il y a eu d'autres trucs qui ont été fabriqués à côté, par-dessus, donc c'est pas possible qu'elle n'ait jamais été découverte, cette dalle, avec en plus l'œuf en dessous. Donc là j'y crois pas trop. Un autre léger problème que j'ai avec Ooze, c'est que malheureusement on nous raconte son histoire. J'aurais bien aimé la voir, hein, surtout que là c'est un film, donc show, don't tell. Je veux voir ce qu'on me raconte. Ça aurait été super classe à voir. Ooze qui détruit des trucs et voir ces fameux guerriers emprisonner Ooze. Je sais pas, tu prends n'importe quel Sentai à adapter, voilà, ça se fait random ou quoi, ou les Kaku Rangers, hein, vu qu'on est sur la transition de Dai Ranger Kaku Ranger saison 2, saison 3, tu prends les Kaku Rangers, ça passe aussi, voilà. Mais je sais pas, c'est extrêmement dommage que dans ce genre de film, on nous raconte juste « Ah ouais, il a fait régner le mal, et les guerriers l'ont emprisonné. » Mais comment ? Comment ils se sont battus? Est-ce qu'il y avait aussi ces titans? Est-ce que c'est un Megazord? Est-ce que c'est un sort qui l'a scellé? Est-ce que c'est Zordon qui l'a scellé? Voilà, on sait pas. On nous raconte très vaguement son histoire et j'aurais franchement kiffé la voir dans ce film. C'est très dommage qu'on l'ait pas vu. J'ai aussi un problème avec ces soldats, les Oozemen et les Tengu. Alors, déjà, pourquoi deux? Hein, vous auriez pu ne faire qu'une seule sorte, ça vous aurait fait économiser du blé pas possible, hein, plutôt que de créer deux sortes de costumes, donc voilà, ça c'était pas très intelligent selon moi. Les Oozemen auraient largement suffi. Justement, en parlant des Oozemen, alors ceux-là ils reviennent de loin, à l'origine, les monstres, les minions, les soldats de Ooze, ça devait être des rats. Mais des vrais rats, si vous voulez. C'est-à-dire que Ooze, il voyait passer des rats, il faisait pfff, et les rats devenaient géants. Voilà. Donc, ce qui devait être à l'écran, c'était des mecs avec des costumes de rats, des pyjamas de rats. Je déconne pas. Heureusement, on gagne au change, parce que les Oozemen sont cohérents avec Yvan Ooze, hein, mais... Est-ce que c'était nécessaire de faire un combat prout? Oui, d'accord, je veux bien que ce soit destiné à des enfants, mais à chaque fois que tu frappes les Oozemen, ça fait... Ah, jusque-là, on avait évité le pipi-caca, donc est-ce que c'était vraiment utile? Mordant, le monstre porc que je ne m'explique pas. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est là? Qu'est-ce que quoi le fuck?
Pourquoi remplacer Babou, Squat ou Finster par ce truc qu'on n'a jamais vu? Je ne sais pas. J'ai évidemment fait quelques petites recherches. On ne sait pas. Voilà. Alors à l'origine, dans le script original, il devait être l'arrière-arrière second cousin de Goldar du côté de sa mère. C'est tout. Parlons maintenant de Dulcea, de ses actrices et de sa backstory qui n'existe pas. Gabrielle Fitzpatrick est l'actrice qui a été choisie par le réalisateur pour incarner Dulcea. Malheureusement, elle souffrait d'un kyste qui devait absolument être opéré et donc le rôle a été confié à Mariska Hargitay. Malheureusement, Hargitay ne convainc pas du tout la production, les scènes dans lesquelles elle joue ne fonctionnent pas et donc la production l'a gentiment remerciée. Fort heureusement, l'opération de Fitzpatrick a été un succès et elle peut de nouveau incarner le personnage. Donc malheureusement, Hargitay a été une très grosse perte de temps et surtout d'argent. Il a fallu retourner toutes les scènes d'Hargitay avec Fitzpatrick, ce qui a coûté beaucoup de pognon, encore une fois, et il y a même eu pas mal de changements de scénario à cause de ça. Dans les images making-of du film, on voit que Hargitay est accompagné d'une créature qui s'appelle Snoggle, qui n'est pas du tout dans le film final, parce que, encore une fois, pognon, voyager en Australie pour le tournage, plus reshoot de Dulcea, ça coûte trop cher, on enlève le personnage. Ce qui n'est pas plus mal, parce que Dulcea s'en sort très bien toute seule. Dans le film, on ne sait quasiment rien de Dulcea. Elle guide nos héros vers le grand pouvoir, l'éveil des animaux, le monolithe et tout, et c'est tout. Alors que dans le premier script, on en savait beaucoup plus. Zordon et Dulcea faisaient donc partie de l'ordre de Mélédan, c'est-à-dire ce groupe de guerriers qui a réussi à sceller Uza. Par contre, là où c'est toujours flou, c'est est-ce que Zordon et Dulcea étaient des Power Rangers avec leurs copains? Là, je pense pas. Parce que dans le film, il y a Ivan qui dit aux Rangers quand il les rencontre pour la toute première fois « Ah ouais, Zordon utilise toujours une bande de gamins pour faire tout le sale boulot. » Donc je ne pense pas que Zordon et Dulcea étaient des Power Rangers. Je pense qu'ils ont fait ce que Zordon fait actuellement, choisir des jeunes courageux et forts, leur donner des pouvoirs. Donc on ne sait pas s'il leur a donné Mighty Morphin ou autre chose ou quoi. Mais voilà, je pense pas que Zordon et Dulcea étaient des Rangers, mais plutôt que c'était l'ordre de Mélédan, les guerriers de l'ordre de Mélédan qui étaient des Rangers. Voilà. Parmi les scènes tournées avec Hargitay, il y en a une où les Rangers devaient communier avec leurs animaux pour réveiller leurs nouveaux pouvoirs, mais elle a été supprimée du montage final, notamment parce que c'était avec Hargitay, mais surtout qu'elle était beaucoup trop longue et que les enfants se seraient ennuyés devant, apparemment. Et vu qu'on n'a ni le temps ni le budget pour retourner le même genre de scène avec Fitzpatrick, allez, on enlève. Donc voilà, c'est quand même extrêmement frustrant qu'à cause de reshoot et d'argent gaspillé, on n'ait pas eu tout ce lore de Dulcea et de Ivan, les guerriers, l'ordre de Mélédan, tout ça, c'est extrêmement frustrant alors que c'était là dans le script de départ. Donc, même si j'aime ce film pour raison nostalgique, voilà, tout ce qu'on aurait pu voir et qu'on n'a pas vu, c'est très dommage. Le film a réalisé environ 66 millions de recettes mondiales, ce qui fait qu'il a remboursé 4 fois son budget. C'est insane à l'époque, et pourtant il y avait de la concurrence. À côté il y avait Apollo 13, Pocahontas, Batman Forever. Donc que de gros succès. Et lui, encore plus gros succès. Waouh! Et donc, même s'il n'est pas canon, ce film est devenu nostalgiquement culte. C'est la première fois qu'on voyait ce genre de choses au cinéma. Apparemment, vu que j'étais un gamin quand c'est sorti, je suis pas allé vérifier. Mais bon, les effets spéciaux 3D de Pixel Magic sont moches, oui. Le Megazord est dégueulasse, je suis d'accord, complètement d'accord. Mais c'était assez rare à l'époque. De ce que dit le réalisateur, ce genre d'effets spéciaux était rare à l'époque, donc je veux bien les excuser. En fait non, bref c'était toujours dégueulasse. Mais bon voilà, on a aussi des artistes comme Red Hot Chili Pepper et Van Halen qui chantent pour le film, donc ça reste mon petit plaisir coupable. C'est mon film préféré parmi les 3 films que la franchise a proposé, donc celui-là, Turbo et le film de 2017. Ça reste mon petit préféré par nostalgie, voilà, donc petit plaisir coupable, je l'aime beaucoup. Et pour finir, le petit trivia habituel. Le cascadeur qui devait assurer les scènes d'action du Ranger Noir s'est cassé la jambe juste avant le tournage du film. N'étant pas novice en arts martiaux, Johnny Young Bosch s'est proposé pour le remplacer, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voit le Ranger Noir à l'écran, c'est l'acteur sous le casque à chaque fois, pas une doublure, c'est classe. Pour rester sur Johnny Young Bosch, la célèbre réplique « J'ai une grenouille ».
a été improvisé par lui-même. A l'origine, Dulcea devait vanter les mérites de la grenouille comme étant rapide, mais étant donné que dans sa jeunesse, Bosch les attrapait très facilement à la main, il a trouvé ça ridicule et a donc improvisé la réplique. Des acteurs de renom ont un temps été considérés pour jouer Ivan Ooze, comme Rowan Atkinson, Tim Curry, Danny DeVito, Christopher Lloyd et même Phil Collins. Waouh! Pour rester sur les acteurs, si vous avez aimé les personnages exclusifs à ce film, vous pouvez éventuellement retrouver Paul Freeman dans Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche perdue ou la série Urgence, Gabriel Fitzpatrick dans NYPD Blue ou Lost, Mariska Hargitay dans Urgence ou New York Unité Spéciale et Jamie Croft dans Hercule ou Farscape. Catherine Sutherland avait aussi auditionné pour le rôle de Dulcea. Mais même si elle ne l'a pas eu, elle a néanmoins conquis le cœur des casteurs et elle obtiendra le rôle de Kat à partir de la saison 3 de la série. Jason, Zach et Trini auraient dû être dans le film, mais ça n'a pas été le cas tout simplement parce qu'ils étaient alors en dispute avec Saban. Pour assurer la promo du film aux États-Unis, Saban s'est associé à McDonald's, alors qu'en France, c'est son concurrent Burger King qui s'en est occupé. Ironie. Et voilà, merci d'avoir suivi cette émission, n'oublie pas de la partager et de la liker si elle t'a plu, et n'oublie pas heroshop.com pour toutes les dernières news. Ciao.